Je voudrais dire quelques mots de conclusion, mais je vais prendre les micros. Oui, ça marche très très bien, hein. Alors, je commencerai par la deuxième table ronde et l'Alliance, hein. Bon, et je reprendrai le terme de François, c'est effectivement un espoir. Un espoir, mais alors qu'il faut absolument élargir aux sociétés, effectivement. Parce que pour l'instant, c'est une alliance entre États, avec d'ailleurs des intérêts contradictoires au sein de l'Alliance, et il va falloir la consolider, la renforcer avec la participation des sociétés, les syndicats faisant partie, bien sûr, des acteurs sociaux qu'il faut absolument associer à cette alliance. Car même en Allemagne, pour revenir sur l'Allemagne brièvement, si l'État est contre le nucléaire, ils ont maintenant une société majoritairement pour continuer les centrales, en tout cas les fermer après celles des fossiles. Donc c'est très important. Il faut s'appuyer sur les forces sociales allemandes pour pouvoir évidemment faire pression. Mais je dirais un petit mot sur l'Allemagne de plus, c'est que c'est moins un rejet idéologique et culturel du nucléaire que des intérêts économiques massifs de l'Allemagne pour choisir, pour devenir, après les applaudissements, c'est pas grave, pour devenir un hub gazier, puisque, comme la Belgique d'ailleurs, à la limite des conflits d'intérêts. Il faut savoir quand même que M. Schröder était à Gazprom, que la ministre belge était avocate dans le cabinet de Gazprom. Donc, au bout d'un moment, personne ne s'est levé pour dénoncer ce conflit d'intérêts. Alors, oui, non, c'est très bien les Belges, mais je veux dire, au niveau européen, il faut qu'on soit beaucoup plus offensif. Ça, c'est la première chose. État-société, c'est un couple. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut se battre pour une appropriation sociétale du nucléaire, parce que même si les États font le choix, comme on semble le faire aujourd'hui, il faut bien sûr embarquer les sociétés. Il y a une responsabilité de la société qui doit aussi former les enfants aux sciences et aux métiers du nucléaire demain. Et ça, merci Guylaine. Voilà, car le choix du nucléaire, c'est un choix de société d'intérêt général. Et il faut qu'on se batte dans nos États et avec les forces sociales pro-nucléaire des États antinucléaires, j'insiste, pour obtenir la reconnaissance du nucléaire comme un bien public européen. Voilà, ça c'est une bataille qu'il faut qu'on mène et qu'on gagne. Alors, l'Alliance, il va falloir aller plus loin, parce qu'il faut gagner la guerre. Je pèse mes mots, voilà. C'est une guerre, on va l'amener avec nos amis polonais, évidemment. Mais, parce que l'Alliance ne suffira pas. Nous avions Euratom à l'époque, 1958, effectivement, 50, c'était pas d'ailleurs Schuman, c'était Jean Monnet, entre parenthèses. 57, allez, on va pas chipoter sur les chiffres. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. On a créé Euratom avec une vocation et une mission qu'il faut d'ailleurs redéfinir. C'était la promotion du nucléaire et l'essaimage du nucléaire dans la société européenne et mondiale. Je rappelle quand même que nous voulions la prospérité dans nos pays et que nous voulions quand même conquérir aussi le monde. Alors on a quand même essaimé. Je rappelle quand même que le nucléaire, ce n'est plus seulement une affaire française, que l'Europe s'est dotée quand même pour certains pays d'installations nucléaires et que partout, alors les Russes étaient déjà bien positionnés, les Américains aussi, mais depuis la Chine, la Corée, l'Inde, et on parle maintenant en Afrique de nucléaire, on y en parle au Brésil et ailleurs, donc on a essaimé. Ceci dit, il ne faut pas qu'on perde notre leadership, et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, si Euratom n'a plus la vocation de la promotion du nucléaire, mais plutôt le contrôle, sûreté, radioprotection, et j'en passe, et des meilleurs, qui font d'ailleurs l'unanimité de tous les États, il faut créer un outil ou une institution qui nous permette d'aller plus loin. Ce ne sera pas Euratom. Euratom, il faut l'unanimité. Elle joue son rôle, mais on est empêché au sein d'Euratom, mais je peux vous dire que nos alliés vivent l'enfer face à une Autriche, une Allemagne et un Luxembourg, alors ne parlons pas du Luxembourg avec Claude Turmes, qui se bat d'arrache-pied à chaque décision qu'on veut prendre pour faire avancer le nucléaire. Donc pourquoi pas une coopération structurée permanente? On vient de le faire dans la défense, c'est possible dans les traités, il n'y a pas besoin de refaire un traité, c'est possible dans le traité de Lisbonne pour créer une coopération structurée permanente. Alors pourquoi faire? Il faut construire une filière compétitive en Europe. C'est pas gagné. On a entendu Michał. Alors, Michał, moi j'adore t'appeler Michał, mais je vais dire Michał. Alors, mais c'est pas gagné.
pour des raisons évidentes, d'intérêt de chaque pays qui va travailler avec ses alliés. Nous n'avons pas les mêmes. La Pologne, c'est les Américains, les Hongrois, ce sont les Russes, les Tchèques, ce sera les Américains. Qui va travailler avec les Français? Peut-être la Suède, c'est pas encore gagné. Mais je vais revenir quand même sur la France. Et puis, deuxième grand objectif, réformer le marché. Alors là-dessus, il y a urgence absolue. Or, le débat de l'agenda, avant Noël, après les élections, etc., ça sous-tend évidemment tous les conflits que nous sommes en train de vivre entre nous. Et donc, il faut faire pression. Donc, j'insiste, et cela est à l'occasion des conseils. Il y en a un le 29 juin, donc on va essayer d'envoyer les conclusions de ce colloque au Conseil avant sa réunion. Ça ne suffira pas, bien sûr, mais c'est une petite pierre supplémentaire à l'édifice. Alors, quelles réformes et pour quels objectifs? Il faut favoriser le long terme sur le marché, et il faut valoriser les coopérations. Ça a été dit ce matin, même par notre ami Nicolas, le marché, il est de court terme et il est concurrentiel. Donc tout faux pour le nucléaire, évidemment, puisqu'il nous faut du long terme et de la coopération. Et je veux dire que le choix d'intermittentes, des ENR intermittentes, a revalorisé le gaz dans notre Europe, et c'est seulement avec la crise que, enfin, on a eu une reconnaissance du nucléaire dans le mix. Il faut consolider tout ça et il faut créer les conditions de son développement. Marie-Christine et François, deux petits mots parce que je vais répondre aux questions que vous avez posées tout de suite aussi. Consolider et créer les conditions à son développement. Parce que, une petite parenthèse, ENR et nucléaire, bien sûr, il faut les deux, mais attention, il faut réduire, attendez, je dis ce que je pense, il faut réduire les fossiles, il faut donc les deux, mais dans un équilibre si on ne veut pas faire exploser les systèmes et si on ne veut pas nuire, évidemment, à notre parc en France, car le nucléaire n'égale pas les ENR et surtout les énergies électrogènes. Qu'on fasse des renouvelables thermiques, je suis d'accord, qu'on multiplie les renouvelables électrogènes intermittentes, ça crée énormément d'effets pervers. Donc, il faut analyser sereinement, sans passion, mais pour savoir quel équilibre on va avoir dans notre mix électrique. Alors, bien sûr, on va mener la bataille avec la Pologne. Et la Pologne a mené une belle bataille. J'en suis témoin, puisque en 2013, mon cher Michał, nous avons fait un colloque commun, n'est-ce pas, à Varsovie, avec les entretiens européens, sur l'avenir du nucléaire en Pologne. C'était déjà le deuxième colloque, parce que la Pologne, elle avait décidé du nucléaire déjà en 1994. Après, elle a arrêté, elle est revenue en 2010. En 2013, nous avions déjà ce débat que nous avons aujourd'hui, exactement le même, je relisais mes notes. Donc, on n'a pas avancé beaucoup, et c'est vrai qu'EDF est parti de la Pologne. Un petit mot là-dessus, pas seulement parce que la bataille idéologique, non, mais EDF a fait ses choix. EDF, elle était au Royaume-Uni, elle était en Finlande, elle était en Chine. Et au bout d'un moment, EDF, excusez-moi, elle ne pouvait pas être partout, d'autant plus que EDF a été malmenée par son État actionnaire et régulateur. Donc, quand on affaiblit une entreprise comme EDF, quand l'Europe met tout son poids pour affaiblir EDF, on a ce qu'on a. C'est-à-dire on a une EDF affaiblie qui était un beau fleuron industriel européen et international et qui a été obligée de faire des choix. C'est la Pologne qui a trinqué. C'est dommage, mais la Pologne est sous la pression en plus allemande, puisque quand on était à Varsovie et à Cracovie, puisqu'on avait décentralisé le colloque à Cracovie, les Allemands étaient en train de pétitionner contre le nucléaire en Pologne. 40 000 signatures nous sont arrivées sur la table du colloque, tu te rappelles, Micro? Bon, donc ça, c'est vraiment très important. Alors la Pologne a mené une belle bataille, elle continue. Mais quand même, chers amis, le poids de la France, ça compte en Europe. Le poids nucléaire français, c'est ça qui compte en Europe. Et c'est ça qui embête absolument les antinucléaires. Parce que nous faisons 50% du parc. Nous avons le deuxième parc le plus important du monde, derrière les Américains. Et en même temps, je voudrais dire que le problème qui nous est posé, mon cher François, c'est peut-être pas les SMR, le problème qui nous est posé, c'est les EPR. Nous devons gagner la bataille des EPR2. Alors, oui, nous avons, heureusement, EDF et la France se sont impliqués quand même, malgré un sous-investissement depuis 20 ans, dans l'EPR et avec Flamanville. Sans Flamanville, mes chers amis, nous n'aurions pas Olkiluoto, nous n'aurions pas Daya-B en Chine, nous n'aurions pas Hinkley Point au Royaume-Uni. Alors, bravo quand même à EDF et à la France. Il faut quand même qui va soutenir
EDF et Flamanville. Flamanville, 20 milliards, mais c'est rien à côté des 150 milliards dépensés dans les ENR pour faire 2,5% de l'électricité pour remplacer du nucléaire, même pas pour remplacer des fossiles. Donc, au bout d'un moment, il faut remettre les choses en perspective. Il faut redire les choses. Voilà. Donc, alors, on est parti de la Pologne, je n'y reviens pas. Alors, sur la réforme et ses outils, je terminerai par ça. Nous devons rééquilibrer le marché, qui est un marché de court terme, qu'il faut sans doute garder, évidemment. Qui dit qu'il faut supprimer le marché ou sortir du marché? Peut-être les anti-européens, mais pas nous, ni même APNC France. Moi aussi, j'ai été vice-présidente de l'association. Je suis toujours membre du CA d'ailleurs, mon cher François. Et je pense qu'il ne faut pas menacer de la sortie du marché. Ce n'est pas une bonne tactique. Nous voulons rester dans le marché et gagner un marché rééquilibré avec du long terme. Donc, nous avons en plus ce débat qui est ouvert, donc profitons-en, enfonçons le clou. Mais alors, on le fait, comme dit Philippe Herzog, je demande de l'entendre, cet économiste de la régulation globale qui nous dit « Attention, nous sommes dans un contexte d'instabilité économique globale et de changement géopolitique et ça va être très difficile. » Et les outils seront plus ou moins efficaces en fonction de ce contexte. Donc, entre CFD, RAB, PPA, un peu barbare, hein, tout ça pour les jeunes, ils me l'ont dit tout à l'heure. Évidemment, ça semble barbare et technique, mais attention, c'est politique. Parce qu'on fera du long terme avec les opérateurs, les consommateurs et les investisseurs, ou sinon, on fera du long terme avec qui? Avec l'argent public, qui n'a plus d'éponge profonde, qui va rentrer dans la crise, qui les taux d'intérêt vont remonter, etc. Donc, il faut absolument réfléchir aux outils. Et le RAB, pour nous, en tout cas, on va le dire, nous semble beaucoup plus efficace que le CFD. Alors, il faut choisir, comme ça a été dit, et la banque nous l'a dit, le système le moins risqué, et pour associer les consommateurs dès le début de la conception du projet. Mais il faut évidemment garantir les risques pour eux, pas seulement le prix à long terme, il y a bien autre chose à couvrir, et associer les collectivités territoriales. Alors, ceci dit, même si on obtient la réforme, vous avez entendu la Commission, le contrôle de la Commission va demeurer. C'est la DG Comp, enfin, concurrence, qui va veiller au bon respect des règles. Mais les règles, elles ne sont pas bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller jusqu'au changement des règles. Voilà. Donc, c'est la bataille qu'on doit mener. On va gagner le CFD, ça, c'est bien. Mais ça ne suffira pas. On va retomber dans les effets pervers aussitôt. Donc, faut-il changer les règles? Oui, parce qu'on veut éviter la volatilité des prix. On veut arrêter la discrimination des sources sur le marché. On veut un bon calcul des prix et pas une tarification sur le gaz. Enfin, il y a beaucoup de choses à changer sur le marché. Donc, on va y travailler. Et ce qu'on veut, c'est bien sûr la solidarité entre nous, entre les entreprises et la reconnaissance de la diversité des sources. Moi, la neutralité, excusez-moi, ça ne suffit pas. Il faut qu'on reconnaisse la diversité des sources et favoriser nos entreprises, coopérer entre nous. Alors, coopérer entre nous, Michel, il l'a dit, c'est difficile. On va coopérer dans la filière. Il y a, par exemple, la France a 2600 entreprises dans la filière nucléaire. Vous ne croyez pas qu'il y a de la place pour la coopération avec des entreprises polonaises, avec des entreprises belges, avec d'autres entreprises? Il n'y a pas que EDF, Engie ou PGE. Il y a d'autres entreprises dans la filière. Et on peut coopérer en amont, en aval des capacités de production. Et puis, pour les centrales, il y a plein de petits bouts où on peut être fort. Les turbines, elles seront peut-être françaises dans les AP1000. Non, elles ne seront pas américaines parce qu'ils n'en font pas. Elles seront françaises. Donc, voilà, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se battre. Donc, les défis sont devant nous, il faut répondre aux besoins. On a dit 150 gigawatts au lieu de 100, c'est un bon signal. C'est qu'un signal, mais c'est un bon signal. C'est-à-dire, à bas le PINC, vous savez ce que c'est le PINC, hein? C'est le programme d'intérêt, de prévision du nucléaire, parce qu'on a juste un programme de prévision, nous, avec l'Union européenne. Ça s'appelle le PINC. Et puis, ça ferait des milliers d'emplois. Alors, le gros défi qu'il va falloir relever, mes chers amis aussi, c'est que pour formation et compétences dans les métiers du nucléaire, parce que même si on a les bonnes technologies, même si on a les bons CFD, RAB, tout le cinglinglin, si on n'a pas les hommes, et les femmes, les hommes avec un grand H, vous oubliez évidemment l'avenir du nucléaire. Donc, ce sera notre prochaine conférence. Vous notez dans vos agendas, fin novembre, j'arrête. Alors, je l'avais noté pour tout la fin.
parce que c'est venu à la fin, c'est Michel qui m'y a fait penser. Évidemment, il faut les investisseurs, il faut les mobiliser, et d'abord la Banque d'investissement européenne, évidemment, à condition que le nucléaire soit reconnu d'intérêt stratégique, ce qui n'est pas le cas dans la future directive des renouvelables. Donc, on a des batailles à mener. Enfin, je terminerai pour dire, prochaine conférence sur la formation compétences. Il y a des jeunes dans la salle ici, ils représentent l'ENS, ils représentent la Sorbonne, ils représentent les arts et métiers. Bravo d'être là, c'est bien, on vous applaudit. Et comme avant, oui, on va commencer le nucléaire dès la maternelle et emmener les enfants dans les centrales. Mais là, si, dès la maternelle, il n'y a pas de raison que ma petite fille, elle appuie sur le bouton, ça c'est clair, et elle ne sait pas pourquoi. Il faut expliquer. Donc, dès qu'ils sont petits, en plus, ils comprennent beaucoup plus quand ils sont petits. Après, ils sont déjà un peu formatés, ça passe moins bien. Mais par contre, je vous propose aussi, parce qu'on nous dit, oui, d'accord, le nucléaire, mais alors quoi, les déchets? On ne va pas faire un colloque sur les déchets. Mais je peux vous dire, la solution existe. La solution existe, combustible usé et déchets nucléaires, il y a les deux. Donc, mais si, il y a les combustibles usés qu'on recycle, et il y a des déchets, des résidus qu'on ne sait pas recycler, qu'on va stocker en couche géologique en profondeur. En France, nous avons un centre de recherche qui s'appelle CIGEO, qui sera demain le futur centre. En Finlande, ils vont l'ouvrir. En Suède, ils vont l'ouvrir. Ce n'est pas tout à fait la même technologie, peu importe. Mais en tout cas, moi je dis, arrêtons de penser qu'il n'y a pas de solution. Elle fait l'unanimité de la communauté scientifique du monde. Et moi j'ai dit aux jeunes, je vous emmène à CIGEO, donc le 3 juillet, j'emmène tous ces jeunes-là qui sont dans la salle visiter les galeries souterraines de CIGEO où on va placer les colis des déchets non recyclables qui auront été mis en piscine pour être refroidis, vitrifiés, mis dans des containers et placés dans des alvéoles à 500 mètres sous terre. On va descendre à 500 mètres sous terre. C'est passionnant, vous verrez, c'est unique. Et là, on a de la coopération à faire dans tous les pays d'Europe. Merci.